Monsieur Audard et Monsieur Morin de m'avoir invité aujourd'hui à parler du Quoi de neuf recherche dans les maladies rénales rares. Alors, vous allez voir que je ne vais pas pouvoir être exhaustive, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui se fait en recherche actuellement. Alors, en guise de préambule, je voulais du coup juste souligner que la recherche, c'est important pour tous. On l'a particulièrement bien vu cette année avec le développement des vaccins ARN messagers qui ont permis, alors, on ne va pas dire de contrôler la pandémie parce que c'est encore le grand bazar, mais en tout cas, ça a bien aidé. Et la recherche, c'est intéressant pour tous, mais euh, on a là vu avec la pandémie de SARS-CoV-2, mais on voit aussi que les vaccins ARN messagers ont pu du coup être utilisés notamment dans des nouveaux essais qui ont été publiés cet été dans le Lancet sur des enfants atteints de paludisme. Et on voit qu'on a un nouveau vaccin ARN messager également dans le paludisme qui a eu d'ailleurs l'autorisation de l'OMS en octobre 2021. Donc la recherche, c'est intéressant pour tout le monde, mais également pour chacun. Je vais vous parler d'une petite histoire qui est parue dans le New England cette année, qui commence en fait il y a 10 ans par la naissance d'un petit garçon qui malheureusement va décéder au bout de plusieurs mois d'un tableau d'épilepsie sans cause retrouvée. 10 ans plus tard, un petit frère naquit et si tout se passe bien pendant les premières semaines, eh bien, à 5 semaines de vie, il est hospitalisé pour un tableau de pleurs incoercibles avec épilepsie. 17 heures après son arrivée, tout le bilan est négatif, donc on lui fait une analyse génomique afin du coup de rechercher un des gènes qui pourrait potentiellement donner ce tableau d'épilepsie, sachant que ça correspond à plus de 1500 gènes. Et 14 heures plus tard, on a finalement le diagnostic génétique qui est une mutation dans la voie de métabolisme de la vitamine B1, la thiamine, et vous voyez du coup qu'en 1 heure, une fois qu'on a le diagnostic, on lui donne une simple vitaminothérapie par B1 et B8, et 6 heures après, l'enfant retrouve son état normal. Et après plusieurs années, l'enfant se porte parfaitement bien. Donc la recherche, c'est aussi ça. C'est aussi très intéressant pour les maladies rares, puisque vous voyez, l'essor de la génétique ont permis en particulier des pronostics complètement différents chez ces deux enfants. Donc, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans la recherche des maladies rares avec l'essor des techniques, de la génétique, des thérapeutiques, et puis je ferai un petit point sur le syndrome néphrotique, puisqu'il y a eu quelques articles récents cette année. Donc, tout d'abord, pour comprendre le fonctionnement rénal, l'intérêt, c'est de vous rendre le rein visible. Et on a plusieurs techniques d'immunohistochimie qui se développent, et notamment cette technique du tissu clearing qui consiste à rendre un tissu complètement transparent. Comme vous voyez ici, un rein du coup, qui a subi ce processus. C'est un processus qui, je trouve ça assez merveilleux, et complètement réversible. Ça permet en fait de faire des marquages en immunofluorescence en 3 dimensions. Vous voyez ici des marquages glomérulaires et également ici des marquages nerveux ou vasculaires, et donc qui permettent vraiment de voir les différentes structures entre elles. Ce processus ne va pas altérer les structures rénales et vous voyez très bien ici, à fort grossissement, les marquages de la membrane basale glomérulaire qui n'est pas du tout altérée. On a aussi des meilleures techniques de microscopie, avec notamment des techniques de microscopie qu'on appelle 3D où on peut voir nettement plus finement les structures. Et vous voyez ici les marquages en confocal qu'on avait l'habitude de voir, et notamment un marquage de Claudine 5. On voit sur cette étude qui utilise la 3D des marquages de Claudine 5 qui sont vraiment nettement plus visibles au niveau du diaphragme de fente. Et ça a permis notamment de voir que la Claudine 5 va être modifiée dans le syndrome néphrotique et dans un modèle murin, avant même l'altération des protéines du diaphragme de fente. Alors, c'est ce que je craignais, je ne vais peut-être pas pouvoir passer la vidéo. Si. Je ne sais pas si vous voyez passer la vidéo. Non, moi je ne vois pas d'image en mouvement. Vas-y, Alors, réessaye. je vais la passer moi-même, je pense. Donc, on a des nouvelles aussi techniques d'imagerie scanner qui sont aussi nettement plus précises et qui viennent d'être publiées là dans Nature Méthode. Alors, ce sont des... je pense que je vais peut-être recommencer le début. Je ne suis pas sûre que ça marche. Je vais essayer de la passer doucement. Vous pouvez la suivre. Et qui permettent du coup de voir plus finement les structures. Donc, vous voyez, c'est des reins autopsiés qui ont été fixés, hein, donc il n'y a pas le corps, l'organisme autour, mais vous voyez qu'on arrive à rentrer très finement dans les structures. Assez doucement. Là. Et on arrive en fait finalement à cette technique donc, qui est un scanner hein, avec haute précision, à voir en fait les tubules rénaux, les vaisseaux et même les glomérules. Donc on arrive quasiment à avoir les données d'une biopsie rénale. Et vous voyez à extraire ici comme une petite carotte de biopsie en fait faite par imagerie. J'avais un peu peur que la vidéo passe pas, donc j'ai remis une des photos de cet article où vous voyez effectivement ici les structures et on arrive, vous voyez ici, à voir parfaitement un glomérule à partir d'un rein du coup qui a eu cette imagerie du coup de HIP CT scan. Donc on fait aussi en termes d'imagerie de plus en plus de choses.
Si on revient sur des choses un tout petit peu plus terre à terre, dans la recherche, on a aussi des modèles connectés qui apparaissent et qui peuvent peut-être nous servir aussi dans les maladies rares, hein, comme par exemple des bouteilles connectées qui sont utilisées par exemple pour évaluer l'état d'hydratation dans des études cliniques et qui pourront peut-être être intéressantes aussi chez les patients polykystiques. Et puis on a des nouveaux outils comme les semelles collectées qui permettent d'évaluer les troubles de la marche, qui sont déjà à utilisation chez les personnes ostéoporotiques dans le cadre de la recherche et qui vont être utilisés également dans les maladies rares avec troubles phosphocalciques très prochainement. Ah, je pense que j'ai perdu la présentation. Oui. Oui, Ouais. effectivement. Je En cliquant sur la diapo, j'ai dû cliquer sur un mauvais truc. confirme. Désolée. Est-ce qu'on peut avoir Oui, je pense que ça va. une aide extérieure? Parce que moi, j'ai repartir. Alors, reprends. Ouais, Pas excusez-moi. d'inquiétude. On est très bien Oui, organisé dans la filière orchide. j'espère. Est-ce que c'est bon? Juste nous laisser un peu de temps. Pas encore, Lucille. Moi, j'ai pas la D'accord. présentation. Moi, je le vois Ah, apparaître voilà. ici. Attends, le problème, c'est qu'on est obligé de reprendre. Voilà, c'est bon. Là, on est à la diapositive 154. C'était là. Ouais. C'est C'est bon, bon? excusez-moi. C'est qu'en fait, en cliquant sur les diapos, la diapo Ouais. enfin, voilà, le texte est apparu de cliquer. Voilà, excusez-moi Pas vraiment. de souci. On a d'autres modèles en fait innovants. Vous avez sûrement entendu parler des organoïdes. Alors, il y a beaucoup de recherches sur les organoïdes. J'en ai sélectionné qu'une seule ici, avec en fait un modèle d'organoïde de canal collecteur où ils ont étudié l'effet de l'inactivation du gène RET. Et l'inactivation du gène RET chez l'humain, c'est associé à une agénésie rénale bilatérale. Et en fait, dans cette étude, on voit du coup, donc, sur des organoïdes contrôle de canaux collecteurs, on voit très bien qu'à 6 jours de vie, enfin, de l'organoïde, à 6 jours de croissance, on a des canaux collecteurs qui sont branchés autour d'un bourgeon urétéral. Alors que quand on inactive le gène RET, on voit ici en immunohistochimie à droite qu'on n'a plus l'expression de la protéine RET dans les organoïdes mutés, on voit une agénésie complète qui ressemble en fait de façon très proche du phénotype humain. Donc tous ces modèles d'organoïdes vont aussi être primordiaux dans la recherche dans les maladies rares en inactivant spécifiquement les gènes atteints pour les différentes maladies et permettre de réfléchir à de la physiopathologie ou les traitements. Et je voulais parler un tout petit peu des cellules souches et de la recherche sur les embryons. Alors, c'est un domaine que je ne connais pas forcément très bien, mais c'est très encadré, bien entendu, la recherche sur l'embryon, puisque ça pose des problématiques, comme vous pouvez bien le deviner. Et je voulais vous présenter cette étude-là qui vient juste de sortir dans la revue Nature et être un tout petit peu chauvine, puisque le co-dernier auteur est un scientifique nantais, du coup, qui travaille au CRTI. Et en fait, ils ont pu mettre en place un modèle en fait, de cellules pluripotentes qu'ils ont pu, avec différentes du coup, conditions, reformer un blastocyste, un petit peu comme le blastocyte du coup, de la cellule embryonnaire. Donc c'est encore au stade initial. Je vous passe la figure 1 très vite pour dire que ça dépasse de très largement mes compétences d'explication sur ce qu'ils ont fait réellement. Mais en tout cas, ça donne vraiment des nouvelles idées de recherche pour pouvoir développer des recherches sur les cellules souches pluripotentes sans passer par l'embryon. Alors, on va passer un petit peu maintenant à l'essor de la génétique, avec aussi de nombreuses études là, sur les dernières années, notamment sur des études en 2021 avec des GWAS que je vous présente ici sur deux grosses cohortes génétiques, la cohorte UK Biobank qui contient 400 000 patients européens et la cohorte CKD-GEN, 765 000 patients. Donc c'est particulièrement intéressant parce que c'est des patients européens, donc sûrement de phénotype assez proche des patients français. Ils se sont associés, alors c'est une cohorte de patients qui n'ont pas forcément de maladies rares, hein, c'est des individus tout venant, et ils ont regardé en fait des variants qui pourraient être associés à la fonction rénale. Vous avez en bleu ce qui était déjà connu avec chacune de ces deux cohortes, et en rouge, les nouveaux variants, donc avec la limite de significativité en rouge ici, qui ont été découverts grâce à l'ajout du coup de ces deux cohortes ensemble pour découvrir des nouveaux variants. Donc en recherche, c'est aussi ça, on est toujours plus fort quand on regroupe nos résultats. Ils ont regardé pour ces variants s'ils étaient aussi associés à d'autres marqueurs rénaux type la cystatine C ou l'urée sanguine pour vérifier par exemple qu'ils n'étaient pas liés à juste la masse musculaire, par exemple. Et puis, ils ont regardé aussi l'expression de ces variants. Ils ont montré que beaucoup de ces variants étaient exprimés dans les différentes structures tubulaires rénales. Et donc, ce qui peut amener à des nouvelles voies de recherche dans différentes pathologies, dans le fonctionnement rénal. Alors, on découvre aussi des nouveaux gènes en 2021. Dans la polykystose, c'est particulièrement intéressant. Je voulais souligner le travail d'Émilie Cornette-Legal, du coup, sur le CHU de Brest, qui
avec le recueil GenKist permet de découvrir de nouveaux gènes, notamment DNAJB11. Et puis, il y avait encore des patients qui avaient des polykystoses sans diagnostic génétique. Et donc, très récemment, on vient d'avoir un article qui est paru dans l'American Journal of Human Genetics, où ils ont pris en fait 830 patients sans analyse génétique de polykystose et 380 patients polykystiques avec une analyse génétique négative. Et ils ont retrouvé dans cette cohorte 2% qui avaient une mutation dans un nouveau gène qui n'était pas connu dans la polykystose, le gène IFT140. Et ils ont regardé dans une autre cohorte et ils ont aussi trouvé cette proportion de 2% de patients atteints. Et on voit que IFT140, il est exprimé sur le chromosome 16, vraiment à côté du coup de PKD1. Alors, IFT140, c'est du coup un gène qui code pour une protéine qui va aider au transport au niveau ciliaire, donc au niveau physiopathologique. Ça paraît effectivement aussi tout à fait cohérent et il va y jouer sur la fonction du cil. Et donc, ça représente 2% dans ces cohortes. Donc, à voir pour nos patients français, mais ça va représenter peut-être le nouveau PKD3 en termes de prévalence. On a découvert aussi cette année un nouveau gène d'hypomagnésémie rénale avec une étude faite dans plusieurs pays, y compris la France et la Belgique. Une hypomagnésémie rénale avec un tableau proche du syndrome de Bartter, avec un syndrome de perte de sel et une néphrocalcinose. Et c'est des patients qui ont une cardiomyopathie dilatée et qui ont besoin parfois d'être transplantés cardiaques. C'est une mutation du coup du gène RRAGD, ici, qui va être dans la voie des mTOR et qui est exprimée dans le canal collecteur. Donc, si vous avez des patients avec une hypomagnésémie rénale et un phénotype cardiaque, c'est potentiellement sur cette maladie. On en saura peut-être un peu plus quand on aura plus de patients atteints. Donc, on découvre en 2021 des nouveaux gènes, mais on découvre également un petit peu plus au niveau du phénotype de maladies rares, mais qu'on connaît finalement bien ou qu'on croit bien connaître. Et je voulais souligner le travail du coup de l'équipe d'HEGP, d'Anne Blanchard et de Rosa Vargas-Poussou, qui ont travaillé vraiment sur les dernières années à augmenter les connaissances dans le syndrome de Gitelman. Alors, il y avait leur article de 2019 que vous connaissez peut-être, où on a vu que le syndrome de Gitelman, on avait une glycémie à jeun plus élevée, donc une tendance au diabète, une augmentation des marqueurs d'insulinorésistance et une augmentation du risque de surpoids. Elles ont montré du coup en 2021 qu'il y avait également un phénotype ORL avec des pertes d'audition et un syndrome vestibulaire sur ici. Vous voyez un nombre quand même conséquent de patients, parce qu'on a 16 patients et on en a 30 à 40% qui sont atteints. Donc ça peut faire partie du phénotype de Gitelman. Et également en 2021, elles ont montré qu'il y avait du coup des calcifications articulaires ou tendineuses chez ces patients, qu'on pouvait effectivement, on avait quand même quelques cas qui nous étaient reportés, mais là, elles ont vraiment fait un travail de cohorte complet, où on voit que ça atteint quand même un nombre conséquent de patients, et puis avec des localisations parfois très atypiques, avec ici des calcifications de la sclère conjonctivale, des calcifications de l'articulation temporomandibulaire ou des calcifications du tarse. Elles ont montré d'ailleurs que ces calcifications étaient associées à la magnésémie. Plus la magnésémie est basse, plus le patient a un risque d'avoir du coup des chondrocalcinoses. Et à l'âge, plus le patient est âgé, plus ces dépôts peuvent se former. Donc tout ça, ça va rajouter au niveau du phénotype et de la connaissance qu'on a de cette pathologie. Alors on va parler un petit peu de ce qui nous intéresse peut-être vraiment, l'essor des thérapeutiques. Alors vous risquez peut-être d'être un petit peu déçus parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont encore au stade expérimental. Je n'ai pas trouvé récemment de nouveaux traitements vraiment qu'on puisse déjà commencer à donner aux patients malheureusement, mais il y a plusieurs voies de recherche assez intéressantes. Sur cet article paru dans Nature Genetics en 2021, ils ont étudié un modèle de souris avec inactivation de PKD2, donc de polykystose. Également, ils ont fait pour PKD1, même s'ils ont un petit peu moins détaillé leurs résultats dans l'article. Et ils ont essayé de regarder s'ils pouvaient réactiver PKD2. Hop. Donc, vous avez les souris contrôle ici en bleu, avec en barre d'abscisse la durée de vie. Et puis, vous voyez ici, du coup, les souris qui ont inactivé PKD2, elles ont une augmentation de la taille des reins et des kystes. Et vous voyez, j'ai laissé à l'échelle de l'article, on a des gros reins, comme dans la polykystose, avec des kystes. À l'inverse, chez les souris qui, à 13 semaines de vie, ont une réexpression de PKD2, on voit du coup une amélioration avec une taille des reins qui, finalement, en vert ici, ressemble énormément aux souris sauvages. Donc, ce genre d'étude est particulièrement intéressante pour se dire qu'on pourrait peut-être dans quelques années, alors je ne sais pas à quel point ce sera un futur proche, proposer aux enfants de parents atteints une réactivation éventuellement assez précocement pour corriger effectivement la maladie avant que l'insuffisance rénale se développe. On a également des études thérapeutiques dans la cystinose. Donc la cystinose qui est liée à du coup une mutation du gène cystinosine CTNS et qui va associer qui va être
associé à une accumulation, je vais arriver, de la cystine dans les lysosomes. Et vous voyez que donc cette fois sur des modèles cellulaires, du coup, on a ici en rouge, vous avez du coup la cystine qui est accumulée avec des gros lysosomes. Ils ont regardé chez ces patients, pardon, sur ces cellules, l'effet du coup de la cystéamine, vous voyez, qui va diminuer la cystine dans les lysosomes. Et ils ont regardé si on pouvait ajouter du coup de l'éverolimus, puisqu'on sait qu'il y a un lien entre la cystine et la voie des mTOR. Et alors, ce n'est pas forcément flagrant sur les images qu'on a effectivement une diminution nette. Ce n'est pas non plus forcément flagrant quand on regarde ici. Alors, je suis désolée, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de data, mais vous voyez qu'en bas, c'est la quantité en fait, de cystine. Et vous voyez, quand on est en bas ici, c'est tous les cellules contrôle qui sont négatives. Quand on ajoute de l'éverolimus seulement, bah, finalement, l'effet, il n'est pas hyper net. Mais par contre, quand on a la cystéamine plus l'éverolimus, on a du coup un effet qui est fort. Et on voit surtout, je ne vais pas montrer toutes les figures, on a un effet important sur tout ce qui va correspondre à l'autophagie et à l'inflammation quand on ajoute de l'éverolimus. Donc, peut-être il va y avoir des études qui vont être menées dans la cystinose pour l'ajout d'un inhibiteur de mTOR. Du coup, dans cette pathologie, j'ai regardé sur Clinical Trial. Pour l'instant, j'ai rien vu, mais l'article là est tout récent. Dans le syndrome d'Alport, il y a également quelques recherches qui sont en cours. Ici, du coup, une recherche publiée en 2019 sur des CRISPR-Cas9 sur du coup des cellules de patients mutés pour COL4A3 et COL4A5. Ils ont en fait pris dans les urines de deux patients, un patient muté pour COL4A3 et une patiente mutée pour COL4A5. Ils ont pris leurs cellules dans les urines. Ils en ont fait des lignées de cellules podocytaires et ils ont fait un CRISPR pour aller modifier du coup ces cellules podocytaires. Et alors, la photo est un peu floue, mais c'est l'état dans lequel elle est sur le PDF de l'article, je m'en excuse. Mais on voit du coup que les cellules en fait corrigées avec le CRISPR, on a quand même 50% des cellules qui ont intégré le CRISPR avec le nouveau gène COL4A3 ou COL4A5 non muté. Donc pareil, on est vraiment aux toutes premières étapes de thérapie génique, mais ça semble effectivement des voies potentielles de traitement pour les années à venir. Un petit peu plus concret, et puis c'est le seul finalement que j'ai vu apparaître récemment, et je remercie le docteur Sandrine Lemoine pour cette information. On a en fait un nouveau composé dans les acidoses tubulaires distales génétiques ou acquises qui est disponible en ATU de cohorte, qui est le Cibnayal, du coup qui existe en deux posologies, 8000 équivalents ou 24 000 équivalents, donc qui contiennent du citrate de potassium et du bicarbonate de potassium, et qu'on peut d'ores et déjà utiliser dans les acidoses tubulaires distales génétiques ou acquises, donc c'est possible également, notamment dans les cas de Chierici. Et pour finir, je ferai un petit point sur le syndrome néphrotique, puisqu'il y a pas mal de choses qui sont apparues en 2021. Vous avez dû voir passer cet essai dans le JASN sur l'essai d'un nouvel anticorps anti-CD20, du coup l'ofatumumab, qui n'a pas montré finalement de supériorité par rapport au rituximab et qui avait été testé chez des enfants ou jeunes adultes. En tout cas, pas plus d'effets indésirables non plus sur cette cohorte de 140 patients. Et la donnée récente qui me paraissait quand même assez intéressante et qui peut changer un petit peu la donne, c'est qu'on a quand même pas mal de patients avec syndrome néphrotique, du coup, qui ne sont pas génétiques, mais qui restent de la maladie rare, qui sont donc chez l'enfant, mais également chez l'adulte. Et on a découvert, là, sur un papier récent paru dans le JASN, des anticorps antinéphrine dans des maladies à lésions glomérulaires minimes, des anticorps antinéphrine. Donc, vous voyez, c'était une cohorte de patients assez jeunes, hein, des enfants 5 à 37 ans ou 6 à 17 ans là, dans les deux cohortes, peut-être même plus jeunes hein, dans le groupe antinéphrine, avec des anticorps antinéphrine. Et ces patients avec anticorps antinéphrine, ils avaient en fait des marquages IgG positifs sur leur biopsie, donc ça peut être un point d'appel pour envisager qu'ils aient ces anticorps. On voit qu'ils colocalisaient d'ailleurs avec les anticorps antinéphrine. Ils ont fait quelques données de suivi de ces patients. Alors ça reste quand même il y a assez peu de patients dans les courbes, donc je pense qu'il faut prendre quand même avec précaution, mais c'est déjà une information en soi. On a l'impression du coup qu'il y avait du coup une rémission qui était équivalente dans les deux groupes de patients et peut-être une tendance à ce que les patients avec anticorps antinéphrine rechutent plus vite que les autres, mais pas significatif et vraiment avec un petit nombre de patients, donc il va falloir attendre d'autres études pour préciser un petit peu l'évolution. Et pour finir avec le syndrome néphrotique, et j'arrive presque à la fin de mon diaporama, en 2021, on découvre aussi des nouveaux mécanismes physiopathologiques de la rétention hydrophobée dans le syndrome néphrotique par un travail fait par le Centre de recherche des Cordeliers, par l'équipe du docteur Alain Doucet.
On sait en fait que les patients avec syndrome néphrotique ont une rétention hydrosodée, mais finalement la physiopathologie n'était pas forcément si claire que ça. Et ils ont découvert un nouveau transporteur de sodium qui s'appelle ASIC2B, qui est exprimé dans le canal collecteur. On voit ici avec un comarquage avec AE1. Chez des patients avec syndrome néphrotique, ils ont une augmentation de l'expression d'ARN messager de ce transporteur. Et quand on inactive ce transporteur chez un rat qui a un modèle de syndrome néphrotique par la puromycine, les RAPAN, et bien quand on inactive ce transporteur, on n'a plus la rétention sodée qu'on a dans le syndrome néphrotique du rat. Et ils ont montré assez élégamment que ASIC2B allait participer à la rétention hydrosodée du sodium néphrotique par l'endocytose de l'albumine, c'est-à-dire que dans le collecteur, l'albumine va être endocytée, va stimuler la voie ERK et va du coup stimuler le passage apical d'ASIC2B qui va retenir du sel dans le canal collecteur. Et je vous montre ici, en mettant un inhibiteur de la voie ERK, on perd aussi la rétention hydrosodée. Donc en 2021, on découvre aussi des nouveaux mécanismes physiopathologiques qui pourraient être intéressants aussi pour les traitements pour les patients. Donc voilà, c'est très loin d'être exhaustif, mais en 30 minutes, c'est difficile de faire le tour de toutes les nouvelles recherches dans les maladies rares. J'espère que du coup, ça vous a intéressé et de retenir qu'effectivement, je pense que vraiment ce qui nous manque encore actuellement, c'est des traitements d'autant plus efficaces. Mais vous avez vu avec les nouvelles recherches précliniques, il y a des bonnes choses qui sont en cours de développement. Merci pour votre attention. Bravo, vraiment, c'était super, génial. Bravo Lucille, nous avoir fait partager en l'espace de 25 minutes tes plus belles lectures avec une vue très exhaustive de toute la littérature, avec les données les plus récentes concernant les maladies rénales. Donc voilà, dans le chat, tu as des félicitations, notamment Émilie, notamment pour le papier PKD3, puisqu'effectivement, il est sorti très récemment, mais voilà, Lucille l'avait déjà tweeté dès le jour de la sortie. Voilà, elle est très active sur les réseaux sociaux. Donc voilà, elle suit l'actualité. Et puis il y a Émilie qui demande aussi que tu nous as donné très envie avec la vidéo et nous faire parvenir le lien pour qu'on puisse voir la vidéo. Je suis très triste qu'elle ne soit pas passée, mais ouais, je vous envoie le lien super simplement tout à l'heure. Là, je le mets sur le chat. Voilà. Et puis, Émilie rajoute d'ailleurs que la réactivité de l'équipe de Brest et de Marie-Pierre Audrezet fait que le PKD3 est déjà dans le panel des néphropathies kystiques. Ah bah voilà. Super. C'était une de mes questions. C'est parfait. Je sais pas, je pense pas qu'il y aura. Bon, je pense pas qu'il y aura trop de questions parce qu'effectivement, voilà, on va considérer que c'est un peu une conférence plénière. T'as que tout le monde te félicite, voilà. Donc tu regarderas vraiment sincères félicitations parce que c'était vraiment top. Donc je pense que voilà, c'était la dernière présentation de la matinée. On est pile poil dans les temps. Merci à tous les orateurs. Et donc si vous êtes d'accord, on va faire cette petite fameuse pause déjeuner qui fait que à cause de cette pause déjeuner, on est en distanciel aujourd'hui et pas en présentiel. Donc je vous souhaite à toutes et tous un bon appétit et on se retrouve à 14 h pour la présentation des projets Orchid, des recherches qui avaient été et les lauréats pour qu'ils nous exposent rapidement les principaux résultats et puis les projets à venir. Denis, si tu veux la parole pour conclure la matinée. Juste, merci infiniment Vincent. Juste pour signaler, c'est pas du tout. On était une centaine connectés, donc c'est malgré tout le distanciel a ce petit avantage de permettre à des personnes qui n'avaient pas prévu d'aller à Paris de pouvoir se connecter, j'imagine, et j'espère sur toute la longueur de la journée. Donc un grand merci à tous les intervenants et en particulier à la présentation remarquable que vient de faire Lucie.